Bienvenue sur Ami Parcours, le podcast. Je m'appelle Yannick et j'ai le plaisir de t'accueillir sur cette plateforme qui a pour but de mettre en lumière et valoriser les parcours de vie. Curieux de nature, ouvert aux rencontres, à l'échange avec mon prochain, j'ai décidé de créer ce programme afin de partager avec toi ces conversations enrichissantes, inspirantes et pleines de vie. Un nouvel épisode sera publié une fois par mois. Pendant les prochaines minutes, mon invité et moi-même allons analyser son parcours personnel, professionnel ou entrepreneurial. Alors, découvrons-le tout de suite et surtout, bonne écoute. Salut Monique, ça va ? Oui, bonjour Yannick, ça va très bien, merci. Ok, franchement, c'est vraiment un plaisir de te recevoir ce matin. Je suis content parce que je sens que cet échange va être fructueux, va encore m'enseigner, va nous enseigner. Donc, d'emblée, la question que j'aime poser, c'est comme on parle de parcours de vie, entrepreneurial ou professionnel, etc. Si tu devais définir ton parcours en trois mots, lesquels seraient-ils ? Tout d'abord, merci de m'avoir convié à ce temps d'échange. Je suis ravie, honorée et c'est vraiment ma joie d'être présent ce matin avec toi. Si je devais définir mon parcours en trois mots, je dirais étonnant, agréable et parfois déroutant. Ok. Étonnant, pourquoi ? Parce que moi, je suis issue déjà d'une famille monoparentale. Ma maman m'a élevée... monoparentale en Afrique, c'est un peu, on va dire, famille élargie. Ouais. Mais j'ai vécu exclusivement avec ma famille maternelle et ma maman sur une partie. Et à la base, j'étais prédestinée à de longues études au niveau professionnel parce que ma mère... espérait que j'ai un bac+8, que je sois professeur d'université, bref, beaucoup de rêves. Mais moi, je rêvais d'autre chose. Je voulais être entrepreneur, faire des choses par ma propre volonté, vivre mes propres rêves. D'accord, ok. Et donc, j'ai aussi dit, je crois, étonnant. Oui. Je me rappelle plus du second. Déroutant. Oui. C'était le troisième. J'essaie de me rappeler du second. Oui. Déroutant parce que finalement, quand je suis arrivée en France en 2006, j'étais en langue étrangère appliquée et à Toulouse, à l'université de lettres. T'as fait quelle langue ? J'ai fait en première langue anglais-espagnol parce qu'en LEA, on faisait 2 langues et j'avais en troisième langue allemand. C'est fou parce que j'ai fait LEA ici. C'est vrai ? Ouais. Donc, j'ai fait 2 années en LEA et la particularité de LEA, ce qui m'a le plus plu, c'était finalement pas les langues, mais le fait d'apprendre le droit. Parce que les langues étrangères appliquées étaient appliquées au droit, à l'économie et je ne sais plus quelle discipline. Mais, l'économie. C'était juste l'économie, voilà. Ouais. Donc 2 autres disciplines. Ouais. Et moi, c'est plus le droit qui m'a passionnée, le droit international, le droit des affaires, le droit public. Et c'est vrai que à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi je ne suis pas allée en fac de droit ? Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est produit. Et j'ai trouvé une parade donc, pour ne pas finir en LEA juste pour faire LEA, parce que finalement, j'avais pas un très bon niveau en anglais. J'étais plutôt calée en espagnol et en allemand. D'accord. Mais la langue principale, c'était l'anglais. Donc, j'ai trouvé un moyen de sortir de cette orientation. Et à l'époque, en 2007-2008, on avait le choix, au bout de la seconde année, donc du DUG, ancien système universitaire, de faire une passerelle vers une licence 3 qu'on voudrait à la place. Et moi, j'avais choisi les sciences de l'éducation. D'accord, ok. J'étais un peu partie à l'aventure quand même. Oui, Ok, donc là, on a parlé de étonnant, déroutant. Agréable. Oui. Agréable. Ah, j'aime beaucoup. Parce que... donc, au niveau du parcours, moi, j'ai grandi dans une famille remplie d'amour, avec beaucoup d'espoir par rapport à, finalement, mon avenir, parce que j'étais une enfant brillante, très vive d'esprit, très intelligente, un peu trop même parfois, parce que les adultes trouvaient que je mettais un peu ma bouche partout. D'accord. Mais on ne s'inquiétait pas pour moi. J'étais le genre d'enfant où on disait « Oh, toi, on sait que tu auras ton bac. Oh, toi, on sait que tu auras une carrière. » Ça peut être parfois... frustrant parce qu'on se dit mais j'aimerais un peu que vous ayez d'autres attentes, mais c'est agréable parce que ça nourrit l'ego, on se dit oh là là je suis intelligente et c'est vrai que quand je suis venue en France, au début voilà j'ai pas trouvé de difficulté au niveau de l'université puisque j'avais déjà un bon bagage quand même au niveau du lycée, j'étais boursière donc
tout était assuré pour que je réussisse ma formation, mon séjour en France, parce que j'étais censée séjourner, puisque j'étais venue avec une bourse d'études, et l'idée de repartir au bout de 5 ans, 5 ou 8 ans après mes études universitaires. Bon, d'accord. Ça fait presque 17 ans aujourd'hui, je ne suis pas repartie. Waouh. Ok. Déjà, tu venais d'où? Je venais du Gabon, à Libreville, la capitale. Tu viens du Gabon, d'accord, super. Mais ok, donc tu as dit étonnant, déroutant et agréable. J'aime beaucoup agréable. J'aime beaucoup ce retour-là que tu as. Ok, du coup, qui es-tu, Monique? Donc Monique, est-ce que je dois donner mon nom de jeune fille? Donc Monique Chadi Ornella, de mes 3 prénoms que mes parents avaient choisis, ma maman notamment avait choisi pour moi à ma naissance. D'accord. Et mon nom de jeune fille, c'est Mbumba Poba, d'accord. Épouse Cardone. Donc je suis mariée depuis 2012 et j'ai 4 enfants. Félicitations. De 12 à presque 1 an. Waouh. 3 filles et un garçon. Ok. Et j'habite en région parisienne actuellement. D'accord, super. Et du coup, quelles sont tes activités? Donc, professionnellement, je suis éducatrice de jeunes enfants et je travaille en protection de l'enfance dans une fondation internationale. Et je suis aussi auto-entrepreneur. J'ai une entreprise de soutien à la parentalité à domicile, Cardone Conseil. Super. Ok. Ça marche. Ok. Tu en as un peu parlé. Mais pour faire un retour un peu dans le passé et dans ta jeunesse, tu as dit que tu es né et grandi au Gabon, oui. Tu es arrivé à quel âge en France? Je suis arrivée en France à 18 ans. À 18 après mon bac. Ok, d'accord, ça marche. Ok, oui, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Ouais. Ok, quelle est l'enfance que tu as eue? Une enfance banale. Ouais. Comme un enfant qui grandit. Bon, banal, pas vraiment parce que j'ai pas grandi avec ma mère. Ouais. Moi, je suis issue de foyers polygamiques du côté de mon père comme du côté de ma mère, mais ils ne vivaient pas ensemble. Okay. Chacun avait ses conjoints et les conjoints avaient leur coépouse. Ouais. Et donc, mon père ne s'est jamais marié avec ma mère. C'était en fait une relation extra-conjugale pour mon père qui avait déjà 3 épouses. Et il souhaitait prendre ma mère. Non, il avait 4 et il souhaitait prendre ma mère, je crois, comme 5e. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Et ma mère a rencontré quelqu'un d'autre avec qui elle a construit sa vie pendant des dizaines d'années. Mais j'ai pas vécu avec elle et son nouveau compagnon. Et j'ai vécu dans la famille de ma mère qui m'a élevée pendant plusieurs années. D'accord. Avant de vivre en autonomie avec mes sœurs aînées. D'accord. Et quel impact ça a eu sur toi, ça, tu penses? Avec le recul, en travaillant désormais en protection de l'enfance, l'impact, je pense, c'était le sentiment d'abandon. Ouais. Le sentiment d'avoir manqué d'une figure paternelle, en tout cas, de l'amour d'un père, parce que j'avais une figure paternelle, mon oncle maternel qui faisait fonction de père, mais mon père biologique m'a beaucoup manqué. D'accord. Pendant plusieurs années, j'avais l'impression peut-être de ne pas être aimée, de n'avoir pas été désirée en arrivant sur la Terre, avec beaucoup de questionnements. Et pourtant, il est décédé il y a quasiment 14 ans, mon père, mais jusqu'en 2021 encore, je me posais des questions sur pourquoi, qu'est-ce qui a fait qu'il ne m'a pas reconnu. En tout cas, il m'a reconnu, mais qu'il n'était pas présent dans mon quotidien durant mon enfance. D'accord. Aujourd'hui, est-ce que tu penses que... On va en venir, mais est-ce que tu penses que ça a impacté tes choix d'activité? Aujourd'hui, tu fais du soutien à la parentalité, tu sais que tu travailles beaucoup dans l'enfance et toutes ces choses-là. Est-ce que tu penses que ça a une influence? Ça a eu une influence sur toi et sur ce choix? Je ne pourrais pas dire que je l'ai conscientisé, mais certainement. Après, il faut dire aussi que j'ai grandi dans un environnement où il y avait beaucoup de femmes qui travaillaient autour des enfants. Ma tante qui m'a élevée, avec qui j'étais proche durant l'enfance, elle était monitrice, éducatrice. Donc, en petite enfance, ma mère était enseignante en élémentaire. Donc, j'ai grandi dans cet environnement-là où les parents étaient très proches du milieu de l'enfance. D'accord, ok. Donc, il y a plusieurs influences. Oui, et puis même après, ayant eu des enfants sur mon parcours universitaire, j'ai eu ma première fille en Master 1, le second en Master 2. C'est vrai que pour moi, m'intéresser aux enfants, finalement, était une évidence de savoir comment ils grandissent
Et ce que j'ai pu observer aussi moi-même en étant en congé parental, ça m'a poussée à me réorienter. Donc, parce qu'après mon bac plus 4, bac plus 5, j'ai un niveau, je suis retournée 3 ans quand même en école pour me spécialiser pour le tout petit. D'accord. Ok, ça marche. Et donc, du coup, là, dans ton enfance au Gabon, comme tu l'as dit, famille monoparentale, élevée par le côté des tantes, côté maternel, oui. Ok, d'accord. Quel est le souvenir le plus impactant que tu as de l'époque? D'une famille unie, dans la grande maison familiale, parce qu'on habitait tous, que ce soit mes oncles, mes tantes, en tout cas pour la plupart, la grande majorité, dans une maison familiale avec plusieurs chambres, avec ma grand-mère maternelle. Et c'est vrai que c'était les repas de famille, l'ambiance. Moi, j'ai pas eu l'impression d'être seule. J'ai pas grandi en enfant unique, parce qu'il y avait tous les cousins, la grande cour familiale où on pouvait jouer à n'en plus finir, le soir, le matin, le midi. Donc, des bons moments. Oui. Quel est tu dirais, parce que ça, c'est une chose qui revient beaucoup en tant qu'Africain. Quelle est vraiment cette chose-là, dans cette éducation-là, que tu penses à laquelle on devrait s'accrocher en tant qu'Africains qui vivons aujourd'hui en Europe, ou d'autres qui vivent encore en Afrique, mais avec l'occidentalisation de notre culture, quelle est la chose vraiment auquel on devrait s'accrocher selon toi? C'est intéressant. J'y ai déjà pensé, oui. Notamment par rapport à tout ce qui est lié au châtiment corporel et oui. à mon métier aussi, oui. Parce que finalement, en travaillant en protection de l'enfance, les châtiments corporels m'ont toujours interpellée, parce que beaucoup disent même encore, oui. Oh, si on était en Afrique, on allait l'éduquer à l'africaine. D'accord. Et moi, j'ai toujours dit aux gens, j'ai grandi en Afrique, notamment au Gabon, et je n'ai jamais reçu de coups. Wow. Donc l'éducation à l'africaine, ça ne veut rien dire. C'est des habitudes familiales. D'accord. Les châtiments corporels, c'est un choix, parce que finalement, mon oncle, qui faisait figure d'autorité, il n'a jamais exercé de violence physique. Wow. C'était juste quelqu'un, par sa présence, sa prestance, on savait qu'on devait se poser. Okay. À lui seul, il représentait le cadre et les limites. D'accord. Donc quand il ouvrait la bouche pour parler, on savait qu'on devait se tenir, entre guillemets, à carreau, et que vraiment, quand il devait nous punir, à des moments, il pouvait mettre à genoux, mais c'était extrême. C'est-à-dire que la personne avait commis une faute tellement grave, mais il ne battait pas. Et c'est vrai que moi, je souvent dis aux gens, l'éducation dont vous parlez à l'africaine, moi, je la connais pas. Je connais pas cette Afrique-là. Moi, je connais cette Afrique où, quand l'adulte te regarde, rien que son regard, tu sais que ce que tu fais n'est pas commode, donc tu vas t'asseoir. Quand on est en public, tu te tais, tu ne t'agites pas. Moi, c'est ça. C'est cette éducation-là, l'africaine, que je revendique et que je veux transmettre à mes enfants. D'accord, ok. Ça me fait beaucoup penser à mon père que tu as connu. Oui. Et il était vraiment pareil. Moi, en fait, c'est la punition corporelle, c'est ma mère qui l'a exercée sur nous, mais je pense que mon père a dû me taper peut-être 2 fois dans sa vie, peut-être 2-3 fois. Mais c'est vrai que ces regards, je pense qu'on a eu beaucoup plus d'impact sur mon corps que les coups de ma mère. Clairement. Ok, super. Merci pour cette réponse. Ensuite, dans ton parcours, quel type d'élève tu étais? Première de la classe, vraiment le cliché. Celle qui s'assied devant, qui est parmi les 5 premiers. Après, la particularité, c'est que j'étais enfant d'instit. Et dans toutes les écoles que j'ai fréquentées, qui étaient des écoles privées catholiques, il y avait une règle, notamment en élémentaire, les instituteurs se mettaient toujours devant. Pour montrer l'exemple. On n'avait pas, en tout cas dans mon école, on n'avait pas le droit de s'asseoir derrière. Mais c'était surtout pour nous surveiller. Et en cas de faute, on était renvoyés dans la salle de nos parents et on était punis. On était punis doublement, non seulement dans notre classe, dans la classe de nos parents quand on était renvoyés, et on était punis ensuite à la maison. Donc la correction était triple, mais c'était ça, c'était un devoir d'exemplarité. Et après, moi, j'avais pas eu de difficulté. Je suis rentrée en élémentaire, j'avais 5 ans et demi, puisque je suis du mois de mars, mais j'étais rentrée en avance à l'école primaire, mais je m'étais adaptée, à part ma petite taille, par rapport au gabarit des autres élèves, mais je m'étais très bien adaptée. Et durant quasiment tout mon parcours, ça a été que ça.
un peu moins au lycée, mais j'ai quand même réussi à obtenir ma bourse d'études pour venir à l'étranger. J'avais le choix entre la France et l'Allemagne. D'accord. Pour poursuivre mes études universitaires. Oui, étant donné que tu m'as dit tout à l'heure que tu as fait LEA, anglais, espagnol. Oh oui, mais au lycée, déjà, je faisais 3 langues vivantes. Et je faisais l'allemand en 3e langue. C'est pour ça que tu as pensé à l'Allemagne. Oui, je devais aller à Cologne. Mais bon, après, je me suis dit, oh là là, apprendre l'allemand au lycée et vivre en Allemagne, il y a peut-être un choc de culture, voilà, un gap que je ne suis peut-être pas prête à affronter. Ouais. D'accord, super. Donc là, je n'ai pas d'autres questions sur cet aspect-là. Est-ce que toi, tu voudrais, peut-être que moi, il y a quelque chose qui s'est passé dans cette étape-là. Là, je suis toujours entre 0 et 18 ans avant au Gabon. Il y a peut-être quelque chose que je ne perçois pas, que toi, tu voudrais me dire absolument. Peut-être, oui, parce que entre 0 et 18 ans, j'ai rencontré mon père à 15 ans. Wow. Finalement, ouais, au mariage d'un de mes grands frères, en France on dira mon demi-frère du côté de mon père, et je l'ai vu pour la première fois, mais j'étais tellement, j'avais tellement d'attentes parce que je te dis quand même, pendant 15 ans j'ai rêvé de cet homme, je le connaissais pas, j'ai rêvé d'un père. Et je l'ai imaginé grand, géant. C'était le rêve du... Oh, grave. C'était le plus bel homme. Ouais. Et quand je l'ai vu, 1m60, okay. J'étais un peu tombée des nues de mon petit rêve d'enfant. Mais c'était quelqu'un d'agréable, très bienveillant, généreux. Wow. Et finalement, ça m'avait apaisé quand même sur... on va pas dire la douleur narcissique de ne pas être aimé. Mais dans l'idée que... il a eu une histoire avec ma mère qui ne s'est pas très bien terminée, mais que je n'étais pas forcément à l'origine de leur séparation, et qu'il n'avait pas fait le choix de me rejeter parce qu'il prenait de mes nouvelles, même si moi je ne le savais pas. D'accord. Et donc j'avais passé tout un été avec lui, 1 mois, durant cette période. C'était très bien passé, j'avais beaucoup apprécié parce que j'étais allée, il vivait dans le sud du Gabon, j'étais allée chez lui. D'accord. Et j'étais super bien traitée par toutes ses épouses. Et ça m'a fait du bien. D'accord. Okay. Malheureusement, il est décédé 3 ans plus tard. Donc, j'ai pas pu vraiment le fréquenter. Ok. Et du coup, cette rencontre n'était pas prévue? Oui et non. Parce que ça coïncidait avec le mariage de mon frère. Oui, comme tu l'as dit. Et on va dire non, parce que si mon frère ne s'était pas marié, non, je ne l'aurais pas rencontré. D'accord. Parce que ma mère n'était pas trop favorable que j'aille en province, parce qu'à l'époque, j'avais en fait des problèmes de peau. Okay. Quand je changeais d'environnement, j'étais sensible à l'eau dans les régions, et donc je pouvais développer soit des éruptions cutanées, et ma mère ne voulait pas forcément que j'y aille. D'accord. Donc elle a tout le temps martelé à mon père, fais attention, faut pas qu'elle tombe malade. Okay. Je n'avais même pas le droit d'aller en brousse, en forêt, faire des excursions avec lui parce que ma mère ne voulait pas que je tombe malade. D'accord, merci beaucoup. Et j'ai une question que j'aime énormément poser. Aussi loin que tu t'en souviennes dans ta vie, oui. Quel est le métier ou quelle est l'activité que tu te rêvais exercer? Journaliste ou avocate. Wow, je te reconnais bien. C'est vrai. Journaliste ou avocate, et peut-être un peu plus avocate parce que... Oui, pourquoi? Le souci de défendre les injustices, défendre le droit des gens. Déjà petite, je ne supportais pas l'injustice, et même en faire et contre les adultes, je pouvais prendre la parole du haut de mes 1m10, 1m50 et parler et dire ce que je n'appréciais pas, et dire ce qui devait être. Et je le revois aujourd'hui dans mes enfants. Je reconnais un peu ce caractère très justicier. Et ah oui, clairement. Okay. Clairement, dans mes enfants, je le vois et je me dis, mince, j'espère qu'ils ne seront pas... J'ai fait des mini-mois. C'est ça. J'espère qu'ils ne seront pas trop frustrés, parce que parfois, c'est une utopie. Le rêve de justice n'est pas forcément réalisable tout le temps. Oui, je suis d'accord. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a un côté utopique dans le fait de combattre l'injustice, et d'être révolutionnaire. Mais il y a un côté plaisant. Parce que quand tu fais ce que tu dois faire, quand tu vas au bout de cette quête-là, et tu commences à être la voix des sans-voix, tu commences à être apaisé. Oui. En fait, je pense qu'il faut juste trouver la catégorie de personnes que tu dois défendre. Je pense que ce n'est pas toutes les injustices que tu vas défendre. Et tu vas pas apporter la solution miracle au monde,
mais tu vas apporter ta part de solution. Clairement, je te rejoins parce que finalement, j'ai voulu travailler comme avocate, mais aujourd'hui, je fréquente des tribunaux quand même. En tant qu'éducatrice en protection de l'enfance, quand on rédige un rapport, on doit se présenter au tribunal pour le défendre auprès du juge des enfants et auprès des familles. Par rapport à l'accompagnement qu'on a mené, parfois c'est aisé parce que la famille a adhéré au projet, à l'accompagnement éducatif des enfants et au soutien à la parentalité. Et parfois c'est moins évident parce que les parents sont, à juste titre ou pas, révoltés contre le système de l'aide sociale à l'enfance. Donc il faut trouver les mots pour leur parler, reparler des causes du placement, du pourquoi les enfants étaient placés, légitimes ou pas. Parfois il y a des placements qu'on peut, par la modalité dans laquelle le placement s'est exercé, abusif, mais généralement, il y a quand même une cause profonde qui fait que les enfants sont protégés. D'accord, ok. C'est très, très intéressant. Franchement, j'aime beaucoup ce que tu dis. Et là, cet aspect-là, on en a parlé déjà, déjà parlé, toi et moi. Je pense que on va emboîter déjà sur l'après-Gabon. Okay. Donc, à l'arrivée en France à l'âge de 18 ans. Ton premier ressenti quand tu arrives en France, c'est dur. Déjà au niveau de la météo, je suis arrivée en automne et chez moi, il faisait 40 degrés. Choc déjà des températures. J'arrive à Paris en plus. Je ne suis pas arrivée directement à Toulouse où j'étais en résidence universitaire. Et non, je suis choquée du froid, je suis choquée, je n'étais pas très bien vêtue. Pour la saison, je suis choquée aussi du rythme. Les gens marchent trop vite. J'ai l'impression qu'ils ne se posent pas. En plus, je devais m'acheter un téléphone et ma cousine a eu la bonne idée de m'emmener à Châtelet. Pourquoi Châtelet ? Je me rends compte aujourd'hui, mais quelle idée. Et donc, les gens étaient speed, ça me questionnait, mais qu'est-ce qu'ils font ? Où ils vont ? Ils se posent pas ici, alors que voilà, d'où je viens, on marche, on prend le temps, on rigole avec un voisin, on prend le taxi. Et j'ai compris aussi que les taxis, c'est pas comme chez moi. On prend pas le taxi en se disant, amène-moi en face. Pour un exemple, quand je devais repartir sur Toulouse prendre le train, j'ai pris un taxi de l'hôtel où j'avais été hébergée par le Crous à l'époque jusqu'à la gare. Il y avait 5 minutes. J'ai payé 6 € et à chaque fois, j'avais l'automatisme de faire le change avec la monnaie de mon pays. Je me suis dit, tout ça pour un si petit trajet. Donc tout ça, c'est le choc des cultures était un peu sur plusieurs domaines. À un moment donné, je me suis même dit, je vais pas manger parce que ça demande trop d'argent. Tellement je convertissais tout. Wow. Donc c'était ça un peu. L'arrivée en France, le pied sur la terre française, c'était déstabilisant aussi. C'est pour ça que tu as parlé aussi. C'est vrai que je fais toujours le lien avec les 3 mots que je dis. Surprenant, déroutant et malgré tout agréable. Je pense que c'est l'aspect clairement. Ok, d'accord, ça marche. Et du coup, une petite étape à Paris. Ensuite, combien de temps à peu près à Paris ? Une nuit, C'était, oui, parce que, okay. En fait, à cette époque-là, les étudiants étrangers boursiers étaient reçus dans les locaux du CNUS pour qu'on nous établisse nos documents. Ensuite, pour rejoindre la résidence universitaire qui nous était affectée en province. D'accord, ok. Donc, ensuite, Toulouse. Ok, d'accord. Donc, là, on a Paris, déroutant. Ouais. Et Toulouse, alors quand j'arrive à Toulouse... J'arrive au Crous aussi de Toulouse parce que là-bas, je dois encore récupérer d'autres documents. Le périple n'est pas terminé. Et agréablement, je rencontre une Gabonaise, une compatriote, qui me dit « Ah, mais tu vas à quelle résidence ?» Je dis « Ah, je vais à telle résidence. » Et à l'époque, la résidence n'était pas très loin du centre-ville. Okay. Donc, elle me dit « Je vais t'accompagner. » Je dis « Ah, c'est gentil. Merci. » On est maintenant amis aujourd'hui. On a gardé de bons liens. Cool. Quand on s'est mariés chacune, on a assisté à nos mariages. Et donc, elle m'accompagne. Sur le chemin, ma valise se casse. Elle m'aide à la porter. C'était une valise de, je crois, une trentaine de kilos. Ouais, quand même. Je revenais du pays. Bah oui, avec, mais toute une vie que tu emmènes. C'est ça, toute une vie que je transporte. Et, ou en tout cas, une partie d'une vie, quoi. Oui. Et donc, elle m'aide à m'installer en résidence universitaire. C'est très austère parce que c'est des bâtiments de plusieurs lots d'appartements. Je demande où il est le frigo. Elle me dit, c'est là, c'est un petit caisson. Comme un casier. Il y a plusieurs casiers, c'est des frigos. Et c'est là où on a stocké nos aliments, j'ai envie de dire, de la semaine, voire de 3-4 jours, en fait. À chaque fois, il faut refaire les courses. Oui. Ou sinon, il faut investir dans un mini-frigo dans sa chambre. Parce que j'étais dans une chambre de 9 mètres carrés. Ok. Donc voilà, c'était ça, les débuts en France.
Et après, j'ai dû affronter le froid de l'hiver. Et là, je peux te dire que j'ai dit à ma mère, si ça continue, je reprends un billet d'avion, je rentre au Gabon. Non, ça a été dur parce que l'hiver, en plus, mon université était très loin. Et dans ma résidence, on devait traverser un pont. En dessous, il y avait un lac. Un lac, non, c'était le fleuve de la Garonne. La Garonne, et on devait traverser. Et le matin, il faisait tellement froid que parfois j'avais la morve qui coulait, je ne sentais même pas. C'est arrivé au métro avec la température. Oh, la honte. Et c'était vraiment compliqué. Et ça m'a un peu miné au niveau du moral et je souhaitais rentrer. Parce que je disais à ma mère, mais je trouve que le prêt à payer, il est trop lourd. Je peux aller à l'université au Gabon et ma mère au téléphone, on la sentait stressée. Elle me disait, mais tu as eu la possibilité d'avoir une bourse d'études, pourquoi tu veux rentrer? C'est un avantage, c'est une grâce, franchement, profite. Je dis, ah non, je veux pas de cette grâce-là, je veux rentrer, il fait trop froid ici, j'ai l'impression de souffrir, je vais mourir. Elle me dit, mais achète-toi des manteaux. Je dis, ah non, je rentre. Et en décembre, quand je disais à ma mère depuis novembre-décembre 2006, je vais rentrer, elle m'a encouragée, elle a demandé à mes sœurs de m'appeler pour me dire de franchement revoir ma décision. Et mon père est décédé un mois plus tard. D'accord. Et là, ça m'a encore plus encouragée à rentrer parce que je me sentais plus de vivre loin, seule, avec cette douleur à gérer toute seule. Et étonnamment, parce que ma mère m'avait jamais appelée. Parce qu'à l'époque, ma mère, son téléphone, elle savait juste le manipuler pour décrocher des appels. Parce qu'elle avait un peu de mal avec la technologie. D'accord. Et ce jour-là, j'ai vu l'appel de ma mère. Et je me suis dit, il y a un problème au Gabon. Oui, bien sûr. Ma mère ne m'appelle jamais. Elle me demande, t'es assise là? Tu fais quoi? T'es où? Je dis, c'est bizarre, tu m'appelles. Depuis quand tu sais appeler? Elle me dit, est-ce que t'es avec des amis? Tu as un endroit où tu peux t'asseoir? Je dis, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Et je dis, oui, je suis à la chambre, dans ma chambre étudiante. Elle me dit, bon, est-ce que ta sœur t'a appelé? Donc, ma sœur, c'était ma sœur Nadia, que tu connais. Et elle me dit, est-ce qu'elle t'a appelé? Je dis, non, pas encore. Pourquoi? Elle me dit... Et là, elle me dit, ton père est décédé. Je dis, j'y crois pas. Je réalise pas. Mais ce qui me fait réaliser, c'est que ma mère m'a appelé. C'est pas tant la nouvelle, mais c'est que ma mère m'a appelé parce qu'elle m'appelle jamais. Et mon anniversaire n'était pas encore arrivé. Je m'attendais à ce qu'on m'appelle à mon anniversaire par quelqu'un qui aurait lancé l'appel. Mais l'avoir m'appelé en janvier, alors que mon anniversaire, c'est 3 mois plus tard, je me dis, c'est peut-être vrai. Mais je réalise pas encore. Parce qu'un papa que j'ai connu 3 ans auparavant et que j'ai vu quasiment une fois par an, quand il venait pour ses soins à la capitale, donc je l'ai pas vraiment connu. Donc je me dis, mais non, Seigneur, tu peux pas... Parce que je suis croyante, je suis chrétienne, et je dis, Seigneur, tu peux pas me le prendre maintenant. Je ne connais même pas assez, j'ai 18 ans, j'avais encore beaucoup de questions à lui poser. Et je suis loin de lui. Je suis loin de lui. Mais en tout cas, des milliers de kilomètres. Ce qui lui est arrivé, on ne me raconte pas le pourquoi du comment, qu'est-ce qui s'est passé autour. C'est très typique, ça. Je vais peut-être généraliser, mais des familles africaines, quand on annonce un décès, on ne donne pas les causes autour. On dit juste qu'il est décédé. De quoi? Comment, quand, de quoi il a souffert? Et c'est après où j'ai su qu'il avait subi une opération, finalement qu'il y a eu des complications. Il est repassé en urgence pour la chirurgie de ses yeux et c'est là où il est décédé en fait, sur la table d'opération. Mais je me dis, mais ça m'aurait aidé peut-être à commencer le processus de deuil, puisque j'aurais su qu'il était déjà gravement malade et que ça ne s'était pas amélioré. Mais bon, avec le décès, on referait le monde. Hein. Bien sûr. Donc voilà. Mais c'est vrai que ça m'a beaucoup déstabilisé 4 mois après mon arrivée, quoi. Waouh. J'imagine le choc déjà d'être seul. Ouais. D'avoir une personne que tu as chéri, que tu as désiré rencontrer, que tu as rencontré au bout de 15 ans. Waouh. Et la perdre comme ça. Ouais. À l'étranger. Je ne pouvais pas rentrer parce que ma mère, elle était enseignante. On est 7 enfants. Donc, au niveau financier, elle n'avait pas forcément les moyens tout d'un coup de mettre de l'argent de côté pour que je rentre pour les funérailles. Donc, je suis restée. Et ça a été dur pendant plus de 10 ans. Parce que, je ne sais pas si les gens réalisent, mais faire un deuil à distance, ce n'est pas possible. On a besoin de voir la personne dans son cercueil pour se détacher et de dire qu'elle s'en va. Même si le deuil, la guérison ne se fait pas instantanément, mais le fait de voir le cercueil, je trouve que ça peut impacter, de se dire, je laisse partir la personne de mon cœur et j'accepte son départ. Moi, pendant des années, j'en ai souffert. Et je sais que ça a eu un impact sur mes positionnements, ma manière de percevoir le monde par la suite. Parce que j'étais pas en colère, mais presque.
un peu contre tout le monde, contre Dieu notamment aussi, de m'avoir arraché, l'impression que j'avais qu'il m'avait arraché ce père-là, dont j'ai manqué, que j'ai rencontré et après qui a disparu totalement de ma vie. Oui, ok. Waouh. Très poignant comme parcours. Là, en reparlant, ça me... Oui, j'imagine. Ça me remonte, fait remonter un peu des émotions que j'avais enfouies. Oui. Et comment tu... Est-ce que tu as commencé à en parler avec tes enfants de ça? Non, mais il faut peut-être qu'on l'aborde. Pas du tout, parce qu'en plus, il y a 2 ans, à la même période que mon beau-père est décédé, donc leur grand-père paternel, le même mois, à 15 jours de date. Mon père est décédé le 15 jours de date? Même pas, hein, quasiment à la même date. Mon père est décédé le 30 et mon beau-père est décédé le 31 janvier. Donc, ils ont perdu leurs grands-parents paternels à la même période de l'année, mais avec 14 ans d'écart. 14 ans d'écart. Et comment ils l'ont vécu? Ils les ont pas forcément connus tous les deux. Donc, mon beau-père non plus. Le mari de mon père, le père de mon mari, on va y arriver, ils ne l'ont pas connu non plus, les enfants. Donc, c'est vrai que ils l'ont entendu, on a mis des mots pour dire que le papa est parti, mais ils n'ont pas forcément eu, une douleur affective particulière parce que c'est pas quelqu'un avec qui ils avaient des liens singuliers, malheureusement. Mais donc oui, peut-être qu'à l'avenir on en parlera, mais pour l'instant ils sont un peu jeunes. Donc comme ils ne font pas ressentir le besoin, on leur en parle pas pour l'instant. Ok. Donc on parlait du départ de ton beau-père et l'impact que ça a eu sur tes enfants. Comment vous en avez parlé avec eux, mais tu me disais qu'ils étaient pas très... ils étaient un peu très jeunes. En lien, oui, ils étaient très jeunes en fait pour réaliser. Après, c'est vrai qu'en France, particulièrement au Gabon, en Afrique, dans tout ce qui est autour de la succession, au niveau du partage des biens immobiliers, donc il a fallu retourner en région parce que toute ma belle famille est originaire du Sud en fait. D'accord. Du Sud, non, mon beau-père était originaire de l'Île-de-France et ma belle-mère du Sud, mais il a vécu dans le Sud quasiment tout le reste de sa vie. Et donc on a dû repartir sur une courte période pour la succession avec mon mari. À la base, il était parti tout seul. Oui. Ça a été très compliqué pour lui à gérer parce que c'est compliqué, hein, les tractations. Quand chacun veut tirer la couette de son côté et qu'en face, voilà, quoi, il faut quand même faire le deuil. Et sachant que mon mari, à cette époque, était dans une relation très à distance. Mon beau-père l'avait mis à distance, en fait, parce qu'il n'avait pas apprécié son choix d'épouse. D'accord. Donc, c'est vrai que repartir après ne pas s'être vu pendant quasiment 7 ans, ça a été difficile pour lui. Et de savoir qu'il avait été très malade, mais il n'avait pas été informé. Donc, ça a été compliqué. Mais bon. Et c'est vrai que dans la succession, après, il a hérité de la maison où a vécu mon beau-père. Donc, les enfants on peut plus voir où leur grand-père a vécu, la chambre dans laquelle il était, ce qu'il appréciait comme loisir. Et c'est là où on a un peu pu mettre des mots. D'accord. Sachant qu'il avait gardé les souvenirs de mon mari quand il était petit, des doudous. Ouais. Donc, ils ont récupéré les doudous de leur père quand il était petit. Ouais. Énorme. Que mon beau-père avait gardé. Waouh. Et quelle est la relation qu'ils ont aujourd'hui avec ces doudous? Là, par exemple, ma fille, la 3e, elle est partie en séjour scolaire pour 9 jours. Elle a pris le doudou, l'ancien doudou de son père. D'accord. Pour son séjour scolaire en Auvergne. Ok, ça marche, merci. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis papa de 3 enfants aussi, donc à mi-parcours, c'est ça aussi, c'est toutes ces choses, toutes ces questions, tout le vécu de Monique, le vécu de mes invités que j'essaie aussi dont nous servons pour mettre des mots sur nos vécus personnels et trouver des solutions pour avancer, pour aller vers un meilleur parcours et en tout cas aller trouver des solutions sur un passé, un présent et avoir un avenir plus glorieux et plus impactant et plus peaceful, si on veut, plus paisible, quoi, si on peut dire ça comme ça.
Ok, donc on a parlé de l'étape du décès, mais là on est toujours sur l'aspect universitaire, dans ton parcours, l'aspect universitaire. Et donc là, quand tu arrives à Toulouse, tu commences directement par le LEA, c'est ça? Oui, LEA pendant 2 ans. 2 ans. Et qu'est-ce que tu fais après le LEA du coup? LEA pendant 2 ans. Et comme je ne me plais plus, je vais faire LLCE. Donc LLCE, c'est langue, littérature. Je connais, mais je sais plus. Oui. En tout cas, c'était spécialisé. J'ai pris la spécialité espagnole. D'accord. Donc j'ai fait espagnol, parce que on avait 2 cursus, espagnol donc d'Espagne et le monde hispanophone, c'est-à-dire les Amériques latines. Oui. Donc ça m'a plu pendant 1 année, mais j'avais pas des résultats fameux. D'accord. Donc j'ai raté mon année avec un 9. Et l'année suivante, quand je devais redoubler, j'ai fait un double cursus. Je me suis inscrite en école d'hôtellerie. Hôtellerie? Oui. Étonnamment, je voulais maintenant travailler en hôtellerie. Donc, je suis une grande rêveuse et j'ai fait 1 année où j'ai payé presque 3 000 € de formation en plus de mon cursus universitaire étudiant. Donc, j'ai dû prendre un job étudiant en plus de ma bourse pour financer mes études d'hôtellerie. Et ça m'a beaucoup plu, ça m'a challengée. Sérieux? Et je me suis dit, moi, plus tard, je vais avoir une auberge de jeunesse ou un gîte. D'accord. Ou un hôtel même. C'était un rêve. Ok. Et tu as fait quoi comme job étudiant? Je travaillais en restauration. D'accord. Donc, du coup, ça va un lien avec l'hôtellerie un peu. C'est ça. Parce qu'on parle et tout ce que j'apprenais en hôtellerie, je le mettais en pratique. Et finalement, mes examens à l'école étaient vachement fluides parce que j'avais la pratique après les cours. Aujourd'hui, ça donne quoi, ce diplôme? Ça donne quoi ce diplôme? Étonnamment, parce qu'en hôtellerie, c'était un cursus hôtellerie-restauration. Oui. Et j'ai fait des stages en hôtellerie. Je trouve qu'au niveau de l'accueil, la relation client-professionnel, je suis vachement à l'aise. Est-ce que c'est des capacités personnelles, des qualités personnelles, ou c'est aussi des compétences qui ont été développées? Tout ce qui est au niveau du droit du travail, parce qu'on avait un module droit du travail, je suis hyper calée parce que j'ai eu aussi un module. Pareil, on avait aussi de la comptabilité et de la gestion, donc je suis un peu sensibilisée à cela aussi. Donc il y avait pas mal de domaines comme ça où on nous a vachement stimulés pour être au top, parce que l'intitulé du diplôme, c'était assistant de direction d'hôtellerie-restauration. Donc, il fallait qu'on soit capable de gérer des événements, mettre en place une réunion dans un hôtel, comment on dispose la table. C'est un poste polyvalent. En fait, c'est une formation pour la polyvalence. En tout cas, pour être assistant de manager, quoi. C'est ça. Si tu fais bien ton parcours, une évolution vers les responsabilités dans un établissement, c'est ça. Génial. Ouais. Et ça m'a beaucoup servi, par exemple, à mon mariage, qui était un mariage, on va dire, entre guillemets, fait maison, pour tout ce qui était anticipation, par exemple, des quantités, parce que j'étais formée autour des événements. J'ai pu, en fonction du nombre d'invités qui buvaient de l'alcool ou pas, ajuster les quantités d'alcool qu'on devait commander. Et si on a eu du reste en termes d'alcool, on a eu 4 ou 5 bouteilles de vin et quelques champagnes, parce que tout avait été calibré bien sûr. Avec les goûts, les femmes enceintes, ceux qui boivent très peu d'alcool. Ça a été vraiment, j'avais pris au détail près. D'accord, génial. Et ça s'est vu dans le budget parce qu'on n'avait pas dépensé énormément. Comme je dis, j'aime bien souvent dire, j'en profite parce que j'aime bien souvent dire que dans tout ce qu'on fait, quelles que soient les étapes qu'on a pu passer, je sais pas, par exemple, aujourd'hui, moi, je travaille dans la comptabilité, mais fut un temps, j'ai fait du basket, j'ai fait du foot, j'ai fait plein de choses dans ma vie. Et quand j'étais au primaire, en fait, voilà, tout au long de mon parcours. Et on se dit, mais ça n'a aucun rapport, c'est nul, c'est pas intéressant, nanana. Mais comme tu viens tout juste d'étayer la pensée que j'ai dans le fait que dans l'expérience, quelle qu'elle soit, elle aura son apport dans l'avenir. Oui, mais il y a toujours en fait des compétences transversales. Exactement. C'est-à-dire que j'ai beau travailler aujourd'hui en protection de l'enfance, et ça c'est étonnant parce que peut-être certaines personnes trouvent que parfois quand je vois mon travail, non pas en comparaison avec certains collègues qui sont depuis plus de 10 ans, les onces que j'ai, c'est aussi lié à mon parcours. C'est-à-dire que le fait d'avoir travaillé en hôtellerie, d'avoir fait de l'accueil dans les hôtels avec parfois des clients qui venaient du monde entier, ça me permet d'être souple et très adaptable avec les interactions sociales, avec les usagers en protection de l'enfance, parce que j'observe au niveau du non-verbal comment ce parent réagit quand je vais aborder un sujet qui fâche. Donc,
il y a quand même des compétences qui peuvent un peu, on va dire, switcher d'un domaine à l'autre. Et pareil pour le bénévolat que j'ai fait dans des associations, de découvrir des parcours de vie des usagers, on se dit, bon, il y a des choses qui existent. Et même mon propre parcours personnel, parfois m'aide aussi à accompagner les familles, parce que je connais les dispositifs personnellement auxquels j'ai eu recours, je peux les orienter. Bien sûr, on nous demande de ne pas parler de notre vie privée pour nous protéger au travail, mais ça reste des compétences liées à ma vie privée que je peux transposer sur le plan du travail. D'accord, ok. Super. Franchement, merci beaucoup parce que je réalise que je te connais. Oui, mais tu découvres. Je te découvre. Et j'aime bien cette sensation-là parce que c'est vraiment ça. Parce que ça serait... Je trouve que ça me stimule à te poser des questions et à vouloir en savoir plus. Et j'espère que le podcast sera assez long pour recouvrir toutes les choses et précieuses que tu es en train de nous livrer ici. Ok, donc là, école d'hôtellerie, on va avancer. Oui. Donc là, qu'est-ce que tu fais après ça, le diplôme? Je valide mon diplôme de LLCE, donc ma deuxième année de langue, et je valide mon diplôme en hôtellerie. Okay. J'ai des propositions d'emploi, mais je ne trouve pas ça pertinent pour moi parce que je veux continuer quand même l'université. Et puis, je ne pourrais pas dire à ma mère que je suis boursière et que je veux direct travailler avec un bac+2. Elle ne l'entendrait pas. D'accord. Ce serait un choc pour elle. Surtout que tu nous as dit qu'elle avait l'ambition pour toi un bac+8 docteur. C'est ça, docteur. Ah oui. Sacrilège. Et donc, dans la même foulée, je rencontre aussi celui qui va devenir mon mari plus tard, quasiment 2 ans, 4 ans après. Oui. Celui qui deviendra mon mari. Donc, on est jeunes. On a 2 ans d'écart. Moi, j'ai 20 ans. Lui, il en a 18. D'accord. Et à l'époque, c'est assez intéressant parce que lui, il était en reprise d'études. Okay. Parce qu'il était menuisier. À l'époque, il avait arrêté ses études. Donc, il avait son diplôme de menuisier des Compagnons, une grande structure en France qui forme les ouvriers de France, en fait, avec une expertise et une habilité dans leur domaine. Et donc, il était menuisier, mais il a souhaité reprendre des études. Donc, il est en seconde, moi, je suis en 2e année d'université. Le choc. Okay. Le choc culturel, parce que de là où je viens, aucune personne ne s'imagine qu'une jeune fille sera avec un homme plus jeune. C'est souvent plus âgé, pour la prestance, pour le prestige, parce que les représentations sociales, les stéréotypes. Et, mais moi, je découvre quelqu'un qui est généreux, qui... Je sais pas, ça me rassure de me dire j'ai un ami et au-delà d'une relation amoureuse, quelqu'un sur qui je peux compter. D'accord. Et donc, c'est là où débute une histoire d'amour et puis une histoire aussi de vie qui va nous emmener plus tard à 11 ans de mariage et quasiment cette année 2023, moins 2008. Je ne suis pas très bonne en calcul. Ça fait quoi, 11 ans, non? Non, plus. Plus 15 ans. 15 ans. 15 ans ensemble. Je suis pas très bon, je suis comptable, mais je suis pas très bon en calcul mental non plus. 15 ans qu'on se connaît. 15 ans qu'on se connaît, parce qu'on s'est mariés en 2012. 2012, ça faisait 4 ans qu'on se connaissait. Or, on a 11 ans de mariage cette année, donc plus 4 ans, ça fait 15 ans. D'accord. En novembre, ça fera 15 qu'on se connaît. Félicitations d'avance. Merci. Et petite confession. Mm-hmm. Quand je pensais à toi, quand je pensais à l'invitation que je t'ai faite pour ce podcast, j'ai repensé à ton mari que je connais aussi. Oui. Et je me suis dit, mais c'est vrai qu'il a un parcours de ouf aussi. Ah, complètement. Et je me suis dit, avoir et la femme et le mari, ça serait clairement. Clairement. J'avoue mais que j'y pense. Il surprend, parce qu'aujourd'hui, il a un bac+8. Exactement, oui, je sais, mais je sais très bien. Un bac+8 en sciences, en biochimie. Et les gens sont étonnés dans son CV quand on voit CAP menuiserie. Et au bout du CV, on voit doctorat en biochimie. Il est docteur aujourd'hui. Oui, il est docteur. Et là, il fait un post-doc, donc post-doctorat. Il est post-doctorant à l'école polytechnique. Waouh. Donc, non, mais je t'ai dit, j'y ai pensé. Bon, les gens comprendront pourquoi, comme on parle de parcours atypique, parcours de vie, parcours péripéties et autres.
là, les gens comprendront pourquoi je pensais à lui. Ouais. Donc, je pense que oui, je fais un peu de teasing. Et je sens que tu es en train de me donner des tips pour que je puisse encourager mon mari à, éventuellement, si tu peux se rendre à un rendez-vous avec toi. C'est ça, si tu peux faire mon VRP aussi en même temps. Je vois ça. Okay. Non, mais je pense que ce sera avec plaisir pour lui d'échanger. Super. Ok, donc du coup, tu rencontres ton mari. Et là, je sais qu'après ça, toi-même, je pense que c'est quelques temps après, je ne sais pas si tu vas nous redire, mais à quel moment tu vas du coup reprendre et commencer ta formation en sciences de l'éducation, l'année suivante. Et je crois que c'est autour de 2009. Oui. Donc, j'ai mon bac plus 2 en espagnol et mon certificat d'assistant de direction en hôtellerie. Et on a le droit de faire une passerelle en sciences humaines et sociales dans un autre domaine, histoire de l'art, sciences de l'éducation. Moi, je choisis les sciences de l'éducation. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ça qui m'attire. Ouais. Et donc, j'y vais, je fais une année de licence et je trouve tellement de choses intéressantes au niveau intellectuel, stimulantes, que je me dis, j'ai envie de continuer. Donc, je m'inscris en Master 1. Il y avait des sélections sur dossier. On a des entretiens pour valider l'entrée en Master 1. Donc, le Master 1, c'est un tronc commun, sciences de l'éducation. Et l'année de Master 2, on doit faire une spécialisation. Donc, je fais mon Master 1, je tombe enceinte et on a notre premier enfant. Sauf que pour rédiger mon mémoire, on avait un bébé. Donc, à cette même période, mon mari passait son bac scientifique. Wow. Parce que ça faisait 2 ans. Oui, je me souviens qu'on se connaissait, qu'il avait repris, il était en seconde. Ouais. Donc, lui, il est en terminale, on a la petite qui arrive et moi, je suis en bac plus 4, donc en Master 1. Très compliqué pour travailler au début, et même financièrement, parce qu'on n'avait que ma bourse d'études. Et ses parents lui avaient un peu coupé les vivres parce que sa mère ne comprenait pas pourquoi... Il changeait de voie ? Non, déjà pourquoi il déménageait, parce qu'on s'est installés ensemble dans un logement du CROSS, parce qu'il y avait des logements pour les couples étudiants. Oui. Et on avait une dérogation parce qu'il n'était pas vraiment étudiant, il était lycéen. Donc, il n'était pas éligible, mais comme j'étais étudiante boursière, on pouvait y vivre tous les deux. Et donc, on a vécu en appartement avec quasiment 527 € de revenus fixes et après un peu les prestations sociales, mais 400, même pas. Et dedans, il y avait les APL pour notre loyer étudiant. Et on a eu la grâce d'avoir accès à une épicerie solidaire. Donc, c'est vrai qu'on ne payait pas trop cher les courses, mais c'était des périodes où je me rappelle la phrase de celui qui deviendra mon mari, donc mon fiancé. Oui. À l'époque, il me disait « on est si pauvres que ça ». Wow. Oui, on était pauvres parce qu'on avait une lettre de contentieux d'un laboratoire d'analyse médicale de 11 € qu'on n'arrivait pas à payer. Wow. Mais on n'arrivait pas à payer sur le coup parce qu'on n'avait pas finalement trop de ressources. Ouais. Mais on allait payer en différé. Mais nous avons envoyé une menace parce qu'on avait, je crois, 1 ou 2 mois de retard de paiement. Et ça l'avait choqué lui parce qu'il n'avait jamais vécu dans la disette. Ouais. Il était le dernier enfant de ses 2 parents, le deuxième des 2. Donc, le chouchou, il avait tout ce qu'il voulait. Et là, il se retrouve avec une dette de 11 € alors qu'il n'a jamais manqué de rien. Et se dire, mais on est si pauvre. Oui, on est pauvre, mon cher. Et on doit s'en sortir. Et moi, j'avais trouvé un travail. Je travaillais. OK. En plus. Et comment tu le vis, ça, mentalement ? Qu'est-ce que tu te dis ? Quelle est la pensée la plus présente à ton esprit à cette période-là ? Je pleure. Parce que, et en plus, le comble, c'est qu'à cette période, au Gabon, notre agence qui gère les étudiants boursiers avait fait avait mis à jour les dossiers des étudiants à l'étranger et on avait tous perdu notre droit de bourse. Tous les étudiants gabonais. Okay. Ouais. Il fallait qu'on renvoie nos dossiers d'inscription avec nos relevés de notes. Donc, ça faisait 2 ou 3 mois que je n'avais pas ma bourse. Oui, d'accord. Et heureusement, quand j'avais fait ma formation d'assistante de direction en hôtellerie, il y avait un hôtelier très, très gentil qui m'avait reproposé, sachant que j'étais enceinte, un job pour gérer les petits déjeuners à l'hôtel. Donc, j'avais juste à installer les petits déjeuners, nettoyer un peu les tables, passer l'aspirateur. Et je ne faisais plus les chambres. Et donc, ça me faisait 300-400 € par mois pendant les 5 premiers mois de grossesse. Après, je n'ai plus travaillé, j'étais très fatiguée. Mais c'est ça qui nous a aidés à survivre, pas à vivre. Parce qu'avec si peu de revenus, on ne vit pas forcément de manière aisée. Mais ça nous a allé quand même. Et on n'en parlait pas trop. Parce qu'on ne voulait pas inquiéter nos parents. Et on se disait, c'est un choix qu'on a fait, il faut qu'on l'assume. Donc, on s'est battu pour les études, pour le bébé à venir. Et puis, pour réussir, surtout. Parce que lui, il avait le bac.
Et moi, j'avais la soutenance du master en fin d'année. Ouais, c'est vrai qu'il y a un an. Et dans tout ça, il y a un enfant, quoi. C'est ça, à venir. Actuel et à venir. C'était l'aîné. Ah, c'était l'aîné. En 2000, d'accord. Je pensais qu'il y avait... Là, on était en 2010. Okay. On s'est installés ensemble en septembre 2010. Oui. Et la petite est née en février 2011. D'accord. Ok, je vois. Ok, ça marche. Ok, donc la vie suit son cours. Vous arrivez tant bien que mal à payer la facture de 11 €. On la paye et étonnamment, moi, je n'ai jamais demandé d'aide sociale parce que j'étais boursière. J'avais des petits jobs étudiants, donc je n'étais pas dans une situation de précarité avant ça. Mais tout d'un coup, plus de bourse, plus de travail, plus rien. Et là, je fais une demande à l'université, au président de l'université, parce que les étudiants qui avaient de bons résultats scolaires avaient le droit de demander une aide ponctuelle. Je dis, je vais voir l'assistante sociale, j'y vais là, je suis enceinte, mon compagnon ne travaille pas, il est aussi étudiant. Elle est touchée parce qu'elle dit, oh là là, vous vous battez. Et heureusement que j'avais de bons résultats scolaires qui faisaient qu'elle a dit, oh non, je comprends qu'on va vous refuser l'aide d'urgence. Et j'ai eu, je crois que c'était 200 € en décembre, à l'approche de Noël. Et avec ça, on a pu faire un repas de Noël correct, à 2. Et ça m'avait tellement touchée que j'en avais pleuré. Je me suis dit, en fait, on n'est pas seul. On peut être aidé, soutenu. Oui, je vois. Et donc, ça nous a redonné de l'espoir. Et après, un mois après, on a pu avoir accès à l'épicerie solidaire par l'assistance sociale de l'université. D'accord. Okay. Et ça nous a aidés, en fait. Là-bas, on payait 10% du montant total des courses. D'accord. OK. Il y a une chose dont il faut absolument qu'on parle. Oui. Mais bon, on y vient, parce que je trouve que c'est forcément l'activité, tu l'as dit, les activités que tu as actuellement. Oui. Ok, donc là, votre premier enfant vient. Oui. Tu valides, tu vas au bout de la spécialité sciences et d'éducation. Oui. Au bout, non, parce que je m'arrête en mi-parcours en Master 2. Tu t'arrêtes en Master 2, tu l'as jamais validé Pas du tout. Et étonnamment, les notes que j'avais étaient autour de 14. Wow. Pourquoi tu n'as pas fini ? Parce que je suis tombée enceinte. Encore ? Deuxième, troisième ? Deuxième. Ok. En 2012, je tombe enceinte. Ouais. Et je me sens vraiment fatiguée. Et nos enfants sont d'âge rapproché. 20 mois d'écart. Les nuits ne sont pas encore faites. J'ai du mal à me mobiliser. Sachant que moi, quand je suis en 5e année de fac, mon mari, parce qu'on est désormais mariés, on s'est mariés en 2011, mon mari est en première année de licence. Donc, il a beaucoup de travail, il y a beaucoup de choses à faire. Et la grossesse du deuxième a été très, très compliquée. J'ai été hospitalisée 5 semaines pour menace d'accouchement prématuré. Il devait aller à l'université, gérer la petite, qui n'était pas accueilli en crèche à la base. On a dû faire des démarches pour une crèche en urgence à l'université. Heureusement, il a eu une place à la crèche de l'université. Donc, le matin, il quittait la maison à 7h. Il l'a déposé à la crèche. Il allait en cours. Le soir, après l'école, il la récupérait. Quand il pouvait, il passait à l'hôpital. Mais il devait gérer la petite le soir après l'école. Gérer ses devoirs à la maison. Donc, parfois, il s'endormait, le pauvre, à table. Lui, il s'endormait par terre après l'avoir bercé dans son lit. Donc, ça a été compliqué de me dire, après l'hospitalisation, après l'accouchement, reprendre la fac en septembre, alors que j'étais réinscrite. Et j'avais accouché en octobre. Donc, j'avais quand même commencé l'année. J'ai fait quasiment tous les modules du premier trimestre. Mon second, j'ai craqué. D'accord. Je ne pouvais plus. Et déjà, en Master 1, j'avais déjà craqué. Après la soutenance, j'ai eu 13. J'ai pleuré devant le jury. Il me dit, mais vous n'êtes pas contente de votre note ? Je dis, ben si, c'est juste que la pression tombe. Là, tout retombe. En 4e année, je travaillais à 2h du matin. Quand le bébé dormait, la première, je prenais le temps de rédiger mon mémoire de 200 pages minimum. Waouh. Et physiquement, j'étais à bout. Je n'avais pas eu le temps de souffler que j'étais à nouveau enceinte et puis que je devais gérer vie privée, vie d'épouse, de maman, d'étudiante. Ça faisait beaucoup. Wow. Et on n'avait pas de famille forcément qui nous soutenait sur place. Donc, ça a été... Ouais, c'était trop. Waouh. En fait, quand je t'écoute, mine de rien, j'ai juste envie de dire chapeau bas. Parce qu'en fait, c'est ça qui est impressionnant, parce que quand tu vois les gens aujourd'hui, tu dis « Oh, belle famille ». Oui, c'est ça. Et tu dis « Oh, c'est bien », mais tu sais pas par quoi ils sont passés. Et c'est tout ça. C'est aussi pour ça que j'ai créé ce podcast. En fait, pause.
en fait, on vient de quelque part. Ouais. On a vécu quelque chose. Clairement, ouais. Si vous nous voyez là, si tu vois quelqu'un je sais pas, en fauteuil roulant, si tu vois, en fait, c'est quelque chose quelque chose qui l'a emmené là. Si tu le vois en belle voiture ou si tu le vois en pas belle voiture, en fait, tu peux. Mais il y a quelque chose qui m'a amené là. On peut pas préjuger en fait de l'histoire d'une personne par son apparence. Exactement. Parce que parfois, aujourd'hui, il y a des personnes qui ont une apparence peut-être dégradée, autrefois qui étaient dans l'opulence, et inversement. Moi, je disais avec à une amie une fois, il y a 10 ans, on touchait un montant et aujourd'hui on touche quasiment 10 fois plus. Wow. Mais pourtant il y a 10 ans on a vécu avec ça. Ouais. Et ça me fait penser au passage biblique qui dit qui parle d'être fidèle à Dieu dans les bons comme dans les mauvais moments, dans la disette comme dans la richesse. Oui, je vois totalement. Parce que nous on l'a vécu. On l'a vécu, l'extrême précarité où on cherchait des centimes pour nourrir nos enfants. Oui, bien sûr. Dans l'appartement pour acheter une baguette de pain parce que le loyer était tellement important dans nos charges et notre budget familial que notre préoccupation, c'était de dire payer le loyer. Après, ce qui nous reste, voilà, on ne nous met pas dehors. On a un toit avec nos 2 enfants et après on organise comment on va manger, les systèmes solidaires pour trouver à manger. D'accord. Waouh. Et c'est ça qui solidifie aussi une famille parce qu'on se souvient de là où on vient, là où on est actuellement et là où on va aller ensemble. Oui. Et c'est ce qui crée des liens forts parce que on sait par quoi on est passé et il faut pas, et je pense que c'est ce qui aide aussi à perdurer et c'est quand on n'oublie pas et quand on fait justement des moments où on s'assoit et on réfléchit à ces choses-là, parce que demain on ne doit pas pouvoir regarder son conjoint, son ami ou peu importe, son enfant d'une autre manière parce que on se souvient de ce qu'on a vécu. Dans le creux de la vague, je l'ai vécu avec cette personne-là en fait. Et ça me fait penser ce matin quand mon mari m'a amené ici et on a déposé notre petite à la crèche. Il l'a déposée à la crèche pendant que je me préparais pour venir à la rencontre. Et la professionnelle de la crèche lui a dit, parce qu'elle a eu un petit épisode de gastro, et dans ce cas-là, le régime, c'est de manger un peu de la carotte, des choses qui vont pas fluidifier le transit. Et elle lui a dit, est-ce que vous avez un pot de carottes en gros dans son panier en fait de réserve? Il a dit je sais pas. Il allait regarder. Il y avait un pot de carottes. Elle lui a dit vous avez de la chance. C'est comme par hasard. Et il a dit à la dame non, je n'ai pas de chance. J'ai épousé la bonne femme. Wow. Et elle lui a dit n'oubliez pas de dire à votre femme quand vous allez rentrer chez vous aujourd'hui. Et il m'a appelé pour me dire ça. Waouh. Ah, c'est trop cute. Et moi, ça m'a interpellée parce que souvent, on se valorise beaucoup parce qu'on sait d'où l'on vient. Oui, bien sûr. Beaucoup ne croyaient pas en nous. Qu'est-ce qu'ils vont faire ensemble? Il a un bac déjà dans nos 2 familles. Bien sûr. Je me rappelle quand j'ai fait mon entretien de naturalisation à la préfecture du Val-de-Marne. L'agent de la préfecture était étonné de notre témoignage parce qu'on a un entretien en couple et individuellement. Et elle disait, mais comment vous avez fait pour tenir entre des parents racistes d'un côté et des parents carriéristes de l'autre qui le voyaient, il n'a pas de diplôme, qu'est-ce qu'elle fait avec lui alors que toi, tu es 4 ans plus avancé que lui dans les études. Et aujourd'hui, le mec est juste 15 ans plus tard, il est plus avancé que moi bien sûr. Dans les études. Mais ça, voilà, on ne peut pas préjuger de l'avenir des gens parce que ceux qu'ils sont à l'instant T. Bien sûr. On ne sait pas le destin que Dieu leur réserve. Et c'est vrai que moi, j'ai dit aux gens, moi, je m'en fichais. C'était pas les apparences qui comptaient, c'était le cœur de la personne. D'accord, ok. Waouh. Ok, merci beaucoup, franchement, merci. Mais c'est moi je vais te dire, mais je te dirai merci tout au long de l'épisode, en fait. Je te dis merci, juste pour que les gens sachent pourquoi je dis merci, parce que c'est une confiance que tu m'accordes d'accepter de livrer toute cette partie de ta vie qui est peut-être un peu personnelle que tu mais franchement merci pour la confiance et la confiance que tu m'accordes en acceptant de me livrer ça et de livrer ça à mes auditeurs. Donc merci beaucoup à toi. Avec plaisir. Si ça peut inspirer et aider des personnes qui passent par des moments de doute. Oui, ça va le faire. Je suis sûr que ça va le faire. C'est parce que je suis convaincu de ça que je le fais. Parce que aujourd'hui, on s'inspire beaucoup
à raison, hein. Oui. À raison, on s'inspire beaucoup de Bill Gates, de Steve Jobs. Des personnalités publiques. Tout à fait. Mais aujourd'hui, on oublie d'être inspiré par notre voisin. Ouais, les personnes de notre quotidien, les amis, les proches. C'est ça. Ouais. Mais est-ce qu'on leur pose la question? Est-ce qu'on connaît même leur histoire? Moi, il y a pas mal de gens. Moi, après, est-ce que c'est une déformation professionnelle? Parce que les familles qu'on accompagne, on a toujours dans les rapports de l'aide sociale à l'enfance ce qu'on appelle l'historique familial. Donc, on s'intéresse aux gens, à leur histoire, d'où ils viennent. Et parfois, on peut constater que les enfants placés aujourd'hui, parfois, c'est plusieurs générations de placement. Le grand-père était placé, la mère était placée, la petite fille est placée. Et moi, je m'intéresse beaucoup à l'histoire des gens. Oui. Et dans la relation humaine, souvent, je vais entendre l'explicite et l'implicite quand quelqu'un me parle. Dans le discours, je vais analyser derrière ce qu'il me dit. Ou ce qu'il ne veut pas me dire, mais que je comprends quand il va formuler une phrase. Et c'est vrai que moi, je m'intéresse beaucoup à l'histoire des gens et je suis inspirée. Il y a des gens dans ma vie privée, quand ils me parlent de leur parcours, malgré la maladie, des maladies parfois chroniques, des gens qui entreprennent, qui font des choses, je dis waouh! Moi, j'ai mes 2 pieds. Bon, allez, je suis fatiguée parce que j'ai 4 enfants parfois. Mais toi, tu es malade, tu as une maladie des os, mais tu arrives à avoir des projets de business et tu les mets en place. Tu ouvres une boutique, ça marche pas, tu te lances dans autre chose, moi, ça me booste. Ouais. Je suis pas forcément quelqu'un qui s'inspire des grandes stars américaines, mais dans mon quotidien, je regarde les parcours des gens, je me dis waouh, tu peux le faire aussi si elle a réussi à le faire. Oui. Et c'est challengeant. Oui, tout à fait. Ok. Donc, du coup, là, en fait, ce qui se passe ensuite, c'est que tu n'as pas fini, tu n'as pas validé, tu me disais que tu n'as pas validé. Donc, les enfants, là, la vie de couple, la vie de famille, l'accent est mis là-dessus. À quel moment tu reprends, du coup, tes études pour arriver ensuite à exercer en tant que... dans la fondation? Pendant une année, je me mets à temps plein à la maison. D'accord. Je fais un agrément pour être assistante maternelle, donc pour garder des enfants à mon domicile, pour avoir quand même une activité professionnelle, des revenus. On est toujours étudiant, on a toujours un statut étudiant, donc au niveau financier, on n'est toujours pas Crésus, malheureusement. Donc on a besoin d'argent pour vivre avec les petits. Mon mari a fait une rupture familiale parce que en France, il y a un système où si on rompt les liens avec ses parents, on peut bénéficier d'une bourse d'études, plus avec leurs revenus, mais avec les revenus de l'étudiant. Et comme on était déjà mariés et qu'il n'était plus sous la tutelle de ses parents, il a demandé une rupture pour bénéficier d'une bourse d'études. Donc il a eu 400 €. Ça nous a permis de mettre du beurre dans les épinards. Oui. Et donc moi, j'ai travaillé, j'ai gardé un seul enfant jusque-là pendant quelques mois, en 2013. Et par la suite, j'avais une proposition pour venir travailler en Île-de-France comme assistante administrative dans l'entreprise de ma sœur. Et mon mari a eu l'opportunité de rentrer dans une grande université ici, Paris-Saclay, pour poursuivre son master. Donc, nous, c'était une opportunité de quitter le pays, de repartir de zéro. Oui. Mais là, pareil, le choc. Quand on arrive en Île-de-France, c'est pas les mêmes prix. Les loyers, c'est des petites sardines, les appartes, pour le prix que ça coûte. Oui. À Toulouse, on quitte un 87 mètres carrés, 3 chambres, 2 balcons, à 600 €. À Paris, on arrive dans un 54 mètres carrés, 2 chambres, à 900 €. Et là, on se dit, mais mince, pourquoi on a tout quitté? On veut repartir. Tu m'étonnes. Mais non, on n'est pas reparti. 8 ans plus tard, on est encore là. D'accord. Mais ça a été quand même un parcours douloureux au début parce que financièrement, j'avais un poste, mais lui, il avait toujours sa bourse d'études. On a dû s'accrocher. Parfois vivre à découvert bancaire. Ma grosse hantise pendant des années. Jusqu'à 2020, on a demandé à arrêter à la banque. On ne voulait plus. Et là, on a dû se faire violence pour réajuster nos comptes bancaires et avoir une discipline de gestion. Ok. Donc, c'était ça qui m'a fait quitter le monde de maman à temps plein pour reprendre une formation. Et même la formation, je ne l'ai pas reprise aussitôt. Oui. Donc, j'ai travaillé quasiment 1 an et demi comme assistante administrative en édition. Et là, ça m'a pareil challengée. Tout ce qui était relecture des livres, travail administratif avec la Bibliothèque nationale de France pour le référencement des livres, les salons du livre, que ce soit nationaux, régionaux. C'était vraiment stimulant intellectuellement. Et même la discipline de travail de mon employeur, quelqu'un de très rigoureux, c'est-à-dire les fichiers, le montage, tout était carré. Mais j'avais toujours cet appel pour travailler avec les petits qui me poussait à me dire, bon, c'est la saison de reprendre mon réel appel, ma vocation, ce pourquoi je suis faite. Parce que j'ai toujours eu l'impression que j'allais travailler avec les petits. Je ne sais pas pourquoi. Et... la formation dure combien de temps? 3 ans, étonnamment.
malgré que j'ai un bac plus 5, on me dit qu'on peut me faire quelques modules d'allègement. Moi, je pensais que j'allais avoir une année d'allègement, puisque j'avais un niveau bac plus 5 en sciences de l'éducation. Oui. Mais on me disait, même si j'avais l'année d'allègement, je devais quand même passer chaque année les examens. Je dis, oh là, c'est pourri, ça sert à rien. Ouais. Autant que je vienne en cours, que je suive les bases des cours, plutôt que de me retrouver devant un examen que je ne maîtriserai pas. Bien sûr. Donc en 2015, je passe le concours. Je fais les oraux avec des psychologues. Et là, on me pose des questions quand même, déroutantes parfois. Mais comment vous allez faire avec vos enfants ? Vous avez 2 enfants en bas âge ? Parce qu'à l'époque, mes enfants avaient 2015, 3 ans et 18 mois. Ils étaient quand même petits. Mais étonnamment, j'avais préparé les arguments. Mon fils, mon dernier, il est à la crèche. L'autre, elle est en scolarité. Donc, on a déjà un mode de garde et mon mari est en capacité de les récupérer les jours où je suis en formation ou en stage et que je ne peux pas me libérer. Et c'est ce qui s'est passé pendant 3 ans. Jusqu'à ce que je rate mon diplôme. Non. Si, je l'ai raté. Mais tu vas halluciner si je te dis comment je l'ai raté. Dis-moi. Et ça m'a tellement révoltée. Dis-moi. Je l'ai raté à cause d'un oral parce que pour le diplôme d'éducateur, il y a 4 modules. Oui. On les appelle des domaines de compétences. Oui. Et il faut avoir minimum 10 à tous. D'accord. Si on n'a pas la moyenne à un seul, on rate le diplôme. Wow. Or, moi, j'ai passé un oral où j'ai eu 7 à l'oral, 7 à l'écrit. Wow. Les autres modules, j'avais 16, 18, je crois 17. Wow. Mais ça ne se compensait pas les uns les autres, donc j'ai raté mon diplôme. Wow. Et je rate mon diplôme parce que derrière, après, je comprends que l'un des examinateurs que j'avais été, je ne sais pas pour me victimiser, mais était raciste, clairement. Wow. Parce que tout ce qui va être dit dans les commentaires, je comprends qu'il y a un problème sur ma personne, ne connaît pas le domaine de la petite enfance, ne s'intéresse pas au développement du jeune enfant, ne s'intéresse pas à la relation avec les parents. Je dis, mais comment j'ai eu des autres notes dans les autres modules qui concernent la formation ? Et là, je tombe sur un avis clairement subjectif et qui me fait me remettre en question. Oui, bien sûr. Et là, ma directrice de centre de formation me dit, non, tu n'es pas la première élève qui vient se plaindre de ce jury. Il y a une difficulté parce que je crois que c'était une coordinatrice enfance sur un territoire, donc elle ne pouvait pas forcément être évincée des jurys comme ça. Donc, ça me révolte énormément. Et comme je suis très procédurière, je fais les procédures, j'écris au ministre des Solidarités, parce que c'est le ministre des tutelles de la petite enfance. J'écris au président du centre d'examen. On me dit qu'ils peuvent rien faire. Je suis passée partout. Mais j'ai compris quelque chose par cet en guillemets échec. Oui, dis-moi. C'est que c'était parce qu'au sortir de ce temps de formation, donc de mon examen, j'avais une promesse d'embauche. Je devais bosser dans une crèche. Ouais. J'avais déjà tout qui était fait, parce que c'est une crèche, j'avais fait quasiment 2 ans en stage en alterné chez eux, et devaient me proposer un poste d'éducatrice. D'accord. Mais je comprends que c'est pas là où Dieu me voulait. Okay. Pourquoi ? Parce que quand je rate mon diplôme et que je les appelle pour leur dire, voilà, j'ai raté mon diplôme, est-ce que vous pouvez pas me proposer un poste un peu ajusté ? Certes, je n'ai pas le diplôme, mais j'ai clairement les compétences pour exercer. Oui, donc un poste faisant fonction d'eux. Oui. Ils me disent, oui, j'ai le RH sur LinkedIn, on échange, ils m'appellent au téléphone, sachant que quand j'étais en stage chez eux, je n'avais jamais été gratifiée, puisque j'étais demandeur d'emploi avec une allocation de Pôle emploi. La loi leur permet de me prendre en stage parfois 3-4 mois, sans me donner de gratification. Wow. Donc j'étais un élément tout bénef pour eux. Oui, bien sûr. Donc je me dis quand même, pour me renvoyer l'ascenseur, ils vont me proposer quelque chose de correct. Mais non, pas du tout. Je tombe des nues quand j'arrive en crèche et là on me dit, on ne peut pas vous favoriser, puisque vous n'avez pas de diplôme, vous allez travailler au plus bas de l'échelle des métiers de la crèche. Je dis, ah bon ? Au début, ça ne me choque pas trop. Je dis, bon, est-ce que je pourrais avoir au moins mon mercredi ? Comme ça, mes enfants ne vont pas au centre. Je pourrais les garder parce que dans ces crèches-là, on travaille 4 jours. Ah non, c'est pas possible. Et dans ma tête, ça fait un tilt. Non, je peux pas. En plus, c'était cette entreprise qui m'avait fait une promesse d'embauche. Comment j'ai pu autant me leurrer alors qu'ils n'ont pas une politique managériale de bienveillance bien sûr. Et de bientraitance des salariés. Okay. Donc, je me suis dit non. Donc, j'ai dit en entretien à la dame qui a été choquée, je dis, permettez-moi de vous recontacter dans 48 heures pour vous donner ma réponse. Parce que pour elle, je venais signer le contrat puisque j'avais vu avec son RH que tout était bon, il avait tout calé, alors que lui, il m'avait fait des promesses en l'air. Sur le terrain, c'est pas ce qu'il m'avait dit auquel j'avais été exposée. Oui. Donc, entre-temps, un ami me parle de formation, me dit « Ah, mais il y a cette association-là sur Paris, ils embauchent des étudiants revalidants, il disait, en tout cas qui ont raté le diplôme avec un ou 2 modules,
et qui reprennent la formation pour repasser le diplôme l'année suivante, mais les embauchent avec des conditions favorables. Je dis, ah bon? Et il me dit, c'est un temps partiel. Je dis, ok, ça me va. Et en plus, à l'époque, j'ai déjà 3 enfants. Oui, parce qu'on parle, je suis en 2018 et j'ai eu mon 3e enfant en 2016 pendant la formation. Ouais. Et donc, que je n'ai pas suspendu. Parce qu'au bout de 3 mois, ma fille est rentrée en crèche. J'ai repris la formation normalement. Et donc, en 2019, quand je rate le diplôme, j'ai cette promesse d'embauche qui ne va pas jusqu'au bout puisque je n'ai pas le diplôme. Et leur proposition qui est tellement, guillemets, foireuse, parce que vous me promettez la lune et là, vous me donnez de la boue. Non, je ne veux pas, je n'en veux pas, je connais ma valeur. Et donc, j'appelle la responsable de cette association. Elle me dit, venez en entretien. On va y discuter, je vais voir ce que je peux vous proposer. Je vais en entretien, moi je pars pour un temps partiel, 17h30 sur 3 jours. Quand j'arrive, elle me dit, je peux vous proposer un 35 heures, si vous voulez. Ouais. Et je vous accorde votre mercredi. Vous travaillerez sur 4 jours. Okay. Et en plus, vous pourrez travailler avec l'éducatrice en poste et elle pourra vous aider pour votre mémoire. Énorme. Je me dis, mais comment? Et là, je le vois comme un signe et j'accepte direct. Je signe les papiers. Bien sûr. Et ça va être le déclencheur de mon poste actuel parce que je vais travailler en crèche. On appelle ça des crèches préventives. C'est des crèches qui ont des ponts avec l'action sociale et la protection de l'enfance. D'accord. Parce qu'il y a des mamans en fait qui sont victimes de violences conjugales, qui sont protégées et qui sont hébergées juste à côté de la crèche avec leur bébé. Donc tout ce travail avec les familles, cet environnement m'a stimulée parce qu'à la base, je voulais pas travailler en protection de l'enfance tant que mes enfants étaient en bas âge parce que je voulais pas être exposée aux situations de souffrance des familles et notamment des enfants parce que je ne savais pas comment j'allais réagir en rentrant chez moi le soir. En devant m'occuper de mes enfants, déjà je voyais en crèche des enfants en souffrance, ça me minait et quand je rentrais à la maison, je me disais oh là là Seigneur, j'ai la grâce d'avoir des enfants en bonne santé, j'ai la grâce d'avoir des enfants qui peuvent manger aujourd'hui, mais c'est dur. Mais finalement, quand je repasse mon diplôme en 2019, après mon année de CDD dans cette entreprise, j'ai mon diplôme. Et mon premier poste en protection de l'enfance. Tu te dis bien que c'est étonnant. Étonnant. Oui. Parce que quand je postule, il y a une annonce sur Facebook que je découvre. Cherche éducateur de jeunes enfants. C'est une ouverture de poste. Parce que dans mon équipe, à l'époque, il n'y avait que 9 éducateurs spécialisés. Donc, en fait, c'est des éducateurs qui sont spécialisés pour, on va dire, les enfants et les ados. Moi, je suis spécialisée pour les enfants de 0 ans à 7 ans par rapport à ma formation. Ils n'avaient pas ce poste-là et ils étaient en train d'ouvrir pour pouvoir avoir un agrément parce que la structure avait un agrément pour accueillir des enfants de 3 à 18 ans. Et moi, avec mon arrivée, ils pouvaient accueillir des enfants tout juste en sortie de maternité ou dont les mamans étaient encore enceintes. Parce qu'il y a des enfants qui sont placés pendant la grossesse de leur mère. Wow. Quand il y a eu des tentatives de suicide, par exemple, ou des comportements à risque du parent, le juge des enfants ordonne un placement tout de suite après la naissance. Comment tu fais face à l'aspect émotionnel de devoir travailler avec le juge de l'enfance comment tu fais face? C'est pas tant en fait travailler avec le juge qui est parfois difficile. C'est avec les familles. C'est en fait les familles et puis tout le processus d'accompagnement. Parce que quand on accueille une famille, c'est l'aide sociale à l'enfance qui est mandatée. Et ensuite, nous, on l'appelle le service gardien. Et nous, on est l'association qui, on va dire, exécute la mesure de placement au domicile. Parce que moi, je travaille dans un service de placement au domicile des parents. C'est-à-dire, soit c'est des enfants qui sont en retour de placement en institution, en foyer, en pouponnière pour les bébés, ou en famille d'accueil, et qui reviennent au domicile, ou qui sont en maintien au domicile parce qu'il y a eu une information préoccupante, un signalement, mais que le juge estime qu'ils ne sont pas en danger immédiat, mais qu'ils peuvent rester. Et il y en a d'autres, c'est pour préparer un placement. C'est-à-dire que là, on sent que les conditions sont chaotiques et qu'il n'y aura rien de bon qui sortira. Mais on travaille avec la famille, l'idée qu'ils acceptent que leur enfant va bientôt partir, peut-être sur une temporalité de 3-6 mois. On prépare aussi l'exercice de leurs droits, que ce soit des droits de visite ou d'hébergement. D'accord. Et donc, travailler avec le juge, c'est pas ça le plus difficile parce que le juge, on le rencontre quasiment une fois par an ou 2 ans. D'accord. Ou tous les 2 ans ou tous les 6 mois en fonction de la mesure. Pardon. En fonction en fait, de sa décision à l'audience précédente. D'accord. Et il y a des juges, en fait, il y a tous les profils de juges. Tu as des juges bienveillants, tu as des juges très, très autoritaires. Ok. Non, c'est bon. Okay. Tu as des juges très, très autoritaires et tu as des juges plutôt bienveillants. Tu as un peu tous les profils des juges. Ok. Des enfants. Ok, ça marche.
Et du coup, parle-moi un peu de Cardone Conseil. Cardone Conseil. Donc en 2019, déjà en décembre 2018, j'avais participé à un salon des entreprises avec Providence Entreprise en fait. Au début, c'était un challenge. Je me suis dit, bon, allez, parle un peu de tes activités. Donc, je n'avais même pas encore créé l'entité juridique. J'étais allée à ce salon pour montrer un peu ce que je pouvais faire, les accompagnements que je pouvais proposer, que ce soit au domicile, en termes de soutien à la parentalité, pour les parents qui ont du mal à poser un cadre et des limites, ou les parents qui, clairement, exercent des violences domestiques envers leurs enfants à la maison, qui me sollicitent parce que finalement, moi, comme je suis une entreprise privée, ce sont les parents qui me payent. Alors que là, en protection de l'enfance, c'est le département qui paye l'association. Ah, ok. Donc, ce n'est pas pareil. Donc là, ce sont leurs fonds privés. Et il y a aussi, donc en plus, il y a cet aspect-là de reconnaître qu'il y a quelque chose qui est pas bien structuré, qui est inadapté, et de mettre des fonds personnels pour dire que j'investis sur ma famille, quoi. C'est ça, je veux trouver des solutions. Moi, j'ai même eu le cas d'une maman une fois qui m'avait sollicité, et j'ai envie de dire fort heureusement, parce qu'après, il y a eu un signalement par l'école de ses enfants, et comme je l'avais accompagnée, je l'avais autorisé de donner mes coordonnées au service de l'aide sociale à l'enfance de son département, qui m'a contactée pour échanger. Je leur ai dit ce que je faisais en tant que salariée et en tant qu'éducatrice en libéral. Et on a échangé avec cette assistante sociale-là pour faire le point. Et heureusement aussi, j'avais fait un bilan de fin d'accompagnement à la mère qu'elle a pu transmettre au service. Il y avait un historique en transparence, les maltraitances qui étaient révélées par les enfants, qui concordaient aussi avec ce que les enfants avaient dit à l'école, et le travail éducatif qu'on avait fait avec la famille, qui a permis de rassurer les professionnels de l'aide sociale à l'enfance, et qui m'a demandé combien la mère avait payé. Je dis, bon, je veux pas être indiscrète, parce que c'est pas eux qui ont payé, mais je leur ai quand même dit, et ils ont aussi vu sa sincérité pour changer les choses et avancer. Donc cette démarche-là a joué en sa faveur. Clairement, clairement ça joue en sa faveur, je pense. Ok, ça marche. Ok. Comme le podcast s'appelle Ami Parcours, quel est ou quels sont tes prochains objectifs? Où est-ce qu'on pourrait te voir à l'avenir? Déjà, mes prochains objectifs, c'est de reprendre l'activité de mon auto-entreprise. D'accord. Parce que c'est vrai qu'avec mon 4e enfant, j'ai quand même mis en stand-by des activités annexes. J'étais en congé maternité 7 mois quand même de pause, et j'ai très peu travaillé en libéral. Même sur mon blog, j'ai très peu publié parce que au niveau de l'énergie, j'étais très fatiguée. Et je sais ce que c'est. Ouais, franchement, chapeau pour ceux qui ont des familles nombreuses. C'est pas facile. Tout à fait. Et donc, j'ai repris le travail en janvier, déjà en tant que salariée, et je me suis laissé du temps. Je voulais pas me mettre une pression énorme. Je publie tous les 1 mois, une fois par mois, c'est un peu difficile. Et là, j'ai envie de me reprendre, donc reprendre le blog, reprendre les accompagnements peut-être 1 ou 2 fois par mois. Et je veux aussi peut-être évoluer sur mon poste actuel pour passer à un poste de coordinatrice et ensuite peut-être de chef de service éducatif. Donc voilà. Super. Si tu pouvais me présenter 2 personnes qui ont marqué ton parcours, lesquelles seraient-ils? 2 personnes qui ont marqué mon parcours. Mon mari. Ok. Mon mari. Heureusement qu'on en a déjà parlé. Non, c'est vrai, hein, franchement. Je pense que je ne serais pas la femme, la professionnelle, la personne que je suis sans son soutien. Parce que quand j'étais découragée, quand je n'avais plus envie forcément de bosser, il était là, il me tenait la main. Je crois qu'il lui croit plus en moi que je ne crois en moi. Il pourrait vendre, si j'étais un produit, il me vendrait à toute la terre de manière... Il t'a bien vendu à la crèche tout à l'heure. Tu vois. Et donc mon mari, et puis... En second, il y a plein de personnes. Il y a plein de personnes à qui je pense. Je pense à ma sœur, qui était notre témoin de mariage, qui a vu mon parcours aussi, en tant que femme, en tant que maman, professionnelle. Et mon père spirituel aussi, certainement. Parce qu'il m'a aussi beaucoup accompagnée dans tout ce qui est choix de réorientation professionnelle. Et même parfois par rapport à mes défis en protection de l'enfance. On ne se doute pas de ce que les professionnels en protection de l'enfance souffrent, d'entendre des histoires parfois douloureuses des familles et de ne pas avoir automatiquement un espace de parole pour en parler. Donc moi, je profitais de mes entretiens pastoraux pour un peu, échanger et dire ma souffrance parfois ou mes défis. Et avoir du soutien, du conseil. Après, qui d'autre je pourrais...
dire dans l'immédiat? Non, oui, beaucoup de sœurs, d'amis. Donc, des défis, ton mari, ta sœur et ton père spirituel. Oui, mais après, ma mère aussi. Ta mère aussi? Ouais, Ok. je pourrais mettre dans le lot. Et beaucoup d'amis. Ok. Je ne peux pas tous les citer parce que chacun contribue à sa façon. Ok, j'avais dit 2, bon, tu as dit 3 et c'est très, très, très intéressant. Ta sœur est en région parisienne? Ouais. Ok. Intéressant. Ok, bon, juste pour comme ça, si jamais je suis amené à les inviter comme ça, les gens sauront qui c'était. Donc, ton mari, Christophe Cardone. Ouais. Ok. Ta sœur? Nadia Origo. Nadia Origo, ok. Et ton père spirituel? L'évêque Gélilde Origo. Ok, super. Merci beaucoup. Merci à toi, Yannick. Et deux dernières questions. Un ou le livre qui a le plus... Un ou les livres qui ont le plus marqué ton parcours? L'un des livres qui a marqué mon parcours, j'ai envie de dire, c'est Voir l'invisible pour accomplir l'impossible de Oral Roberts. Voir l'invisible? Attends. Je connaissais pas. Vas-y, Voir l'invisible pour accomplir l'impossible. Je l'ai lu en 2011 et j'étais dans une je connaissais pas. Profonde détresse. Et ce livre était comme une petite lumière. Quand j'étais hospitalisée avec mon fils de 27 jours. Ok. Pour des détresses respiratoires, en fait, parce qu'il avait une bronchiolite. Celui-là était comme une petite boussole. Ok, et super. depuis aujourd'hui, même ne l'ayant plus, parce que je l'ai égaré, je ne sais plus où, mais il me revient souvent en éclaireur à l'esprit, comme ne pas oublier. Super. Et puis la Bible. Ok. Le livre qui a les réponses à tout, en tant que chrétienne. Ok. Top. Merci beaucoup. Et dernière question, du coup. Comment peut-on prendre contact avec toi? Donc, pour me contacter, sur mon numéro professionnel 06 14 14 21 60 et sinon sur ma boîte mail professionnelle Cardone conseil avec s @gmail.com. Ok, super, merci beaucoup. Avec plaisir, c'est moi qui te remercie pour cette invitation. Franchement, c'était un plaisir. Et partagé. Merci. Merci Yannick. Au revoir à tous. Te voilà arrivé au bout de cet épisode. Merci d'avoir pris le temps de l'écouter intégralement. Si celui-ci t'a plu, n'hésite pas à en parler autour de toi et prends le temps de donner un bon avis sur ta plateforme d'écoute habituelle, surtout Apple Podcast. Pense également à t'abonner pour ne rater aucun nouvel épisode. Tu peux retrouver Ami Parcours sur Instagram, Facebook ou par email. Prends le temps de m'écrire et je me ferai un plaisir d'échanger avec toi. Et surtout, à très vite pour découvrir le prochain parcours.